Voilà, ça marche. Donc, bon après-midi, bonne soirée à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous dire que ce n'est ni de votre faute ni de la mienne si vous me voyez pour la 4e fois en 2 jours. Je vous assure que je n'y suis pour rien. Moi, j'ai le statut d'invité, et puis je constate que mon ami Lionel, il a un peu pressé sur le citron. Donc, 4 fois en 2 jours, moi je comprends que ce soit trop. Bon. Heureusement, il y a quelqu'un qui va dire des choses probablement plus intéressantes. En plus, j'ai découvert le sujet pratiquement en même temps que vous. Écoutez le titre. Structuration et gouvernance mondiale des acteurs de l'économie sociale. Vous vous rendez compte? J'avais jamais vu une phrase pareille avant de recevoir cette convocation. Donc, comme on dit dans certaines régions, je vais solliciter toute votre indulgence. Parce qu'un sujet pareil ne peut que s'exposer à partir d'une analyse personnelle, pas nécessairement scientifique, mais qui part d'observation. Ce matin, lors du propos sur le Mali, j'ai omis de dire un élément important. Parmi les actionnaires de la Banque malienne de solidarité, il y a l'équivalent au Mali de l'ANACAF. C'est le réseau Niesikiso, le réseau des caisses populaires, qui arbore les mêmes couleurs que vous et qui sont un réseau aussi bien structuré que le vôtre. Et mon voisin de droite, dans les sessions du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité, n'est autre que le directeur général du réseau des caisses populaires du Mali, à qui, je pense, je ne manquerai pas de transmettre vos chaleureuses salutations. C'est aussi la fonction des réseaux, c'est à ça que ça sert. Alors, structuration et gouvernance mondiale des acteurs de l'économie sociale. Merci, merci Lionel, je saurai m'en souvenir. On constate que l'économie sociale et solidaire se structure un peu partout. Les débats que nous avons eus ce matin, les illustrations que nous avons entendues ce matin, les échanges que nous avons eus depuis hier sont autant de lieux et de débats qui se produisent dans la plupart des pays. Comme je l'ai signalé hier avec Inès, on constate que les défis de l'inclusion socio-économique sont à peu près partout de nature proche. Donc, cette structuration se fait à partir des rencontres comme celle d'ici pour travailler les définitions sur l'économie sociale et solidaire et pour travailler, comme on l'a fait, avec des recommandations issues de la société civile auprès des pouvoirs publics pour défendre la cause de l'économie sociale et solidaire, non comme une cause théorique, mais comme une réponse concrète
à la vie d'un nombre croissant de personnes. Donc, sur ce titre structuration et gouvernance mondiale, on va aussi démystifier un petit peu les termes et dire que des événements comme celui qui se produit depuis 2 jours ici, il y en a de plus en plus et partout. Dans la plupart des pays latino-américains où nous travaillons, où des partenariats se sont établis, les mêmes débats se produisent avec les mêmes appels de déclaration auprès des pouvoirs publics. Donc, le premier élément de cette structuration et gouvernance mondiale porte d'abord par l'engagement commun des citoyens dans les pays concernés. Donc c'est important parce que ce qui se passe ici en Haïti a une résonance considérable dans ce qui se passe dans d'autres pays. C'est la raison pour laquelle la déclaration qui va être signée tout à l'heure sera transmise immédiatement par le réseau Inès et d'autres pour la faire connaître et pour enrichir les débats mondiaux sur l'économie sociale et solidaire. D'une certaine façon, ce qui se passe ici aujourd'hui aux Arcadins contribue à la structuration locale, mais aussi mondiale, des acteurs de l'économie sociale. Donc ce n'est pas simplement des organisations internationales qui fonctionnent un peu en appui ou parfois sur le dos des initiatives citoyennes. Donc ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, quand même, dans un certain nombre de pays, il y a des dynamiques déjà fortes, déjà constituées, des plateformes pour l'économie sociale et solidaire qui sont permanentes, actives, qui parfois passent par des difficultés, mais qui sont toujours en pointe de propositions de nature politique et citoyenne. Je veux penser par exemple au réseau RIPES, qui est le réseau international de la promotion de l'économie sociale et solidaire, qui a des démembrements dans le monde entier. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Manille, aux Philippines, au titre d'INED, pour participer. J'étais invité, un peu comme ici, non pas un peu, j'étais invité comme ici, pour participer au sommet mondial de l'économie sociale et solidaire organisé par le RIPES. Je veux dire que c'était très intéressant parce qu'il y avait des gens d'un peu partout, mais c'était un peu confus. Les résolutions finales étaient finalement beaucoup moins précises que celles que vous avez pu émettre aujourd'hui. Sur un sujet que je connais un peu mieux, puisque Inès et la CIDI, on travaille plus sur le financement de l'économie sociale et solidaire, on connaît un peu mieux comment, dans différentes régions, se structurent ces espaces. C'est ce que je peux vous décrire maintenant. Premièrement, je rappelle que l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale, INES, a été créée en 1989, donc ça remonte à déjà 25 ans. Et 25 ans, c'est très long pour ce type d'espace et de processus. C'était 6 ou 7 investisseurs sociaux qui, en Europe, se sont constitués pour créer le premier espace d'échange sur le financement de l'espace de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, étant donné la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire, sa reconnaissance par les populations comme des réponses à des situations de vie très concrètes, mais également de plus en plus par les pouvoirs publics, de nouveaux espaces se sont différenciés à la fois géographiquement et thématiquement.
Pour ce qui est de l'Europe, c'est créé la FEBA, qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, qui fait un travail de fond, surtout sur le plan des institutions financières bancaires, afin que celles-ci répondent véritablement aux défis du financement de l'économie réelle, pas simplement, et donc apporte des propositions et a été très active, cette fédération, durant les années récentes de ce qu'on a appelé la crise financière, en particulier en Europe. Ensuite, on a constaté des créations d'espaces également continentaux ailleurs. Pour ce qui est de l'Afrique, il y a 2-3 réseaux qui sont en train de se réunir, et on connaît particulièrement le réseau MAIN, qui regroupe une centaine d'institutions de financement de proximité, dont on peut dire que pour la plupart d'entre elles, ce sont des investisseurs dans l'économie sociale locale, et qui ont fait un travail lourd, un travail conséquent sur le renforcement des capacités, puisque c'était là, sur ce continent africain, ce qui était la priorité centrale. Ici, en Amérique latine, il se trouve que, comme je l'ai dit brièvement hier, Lionel et moi, on a participé en avril 2002 à la création du Forum latino-américain de finances rurales, présente ici, sur le logo, avec son logo. C'était, et c'est toujours, une alliance stratégique des institutions de financement pour pousser les frontières du financement rural afin que les réponses en termes de système et services financiers ruraux répondent bien davantage aux attentes, en particulier, évidemment, des populations rurales qui sont les moins bien servies en termes de services en général et financiers en particulier. L'approche du Forolac a été d'organiser ces événements lorsque la Banque interaméricaine de développement organise ses assemblées générales annuelles dans les divers pays. On sait que ça se passe comme ça. Et donc, à chaque fois, le Forolac est apparu comme une force de proposition considérable pour que des institutions aussi lourdes, aussi technocratiques ou aussi sujettes à de nombreuses pressions puissent davantage prendre en considération les attentes en matière de financement rural. Dans une autre région, alors je ne vais pas passer en plus, mais puisque Lionel a utilisé le mot mondial, donc il faut quand même que j'illustre un peu. Dans une autre région qui est le bassin méditerranéen, les pays arabes, c'est une région qui a été très isolée des autres régions du monde en matière de services financiers et s'est constituée à partir de premières initiatives depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, toute une série d'échanges qui ont démarré sur des pratiques. Comment fournir de meilleurs services, comment fournir de meilleures réponses aux populations. Alors, il y en a d'autres aussi en Asie. Ça, c'est une première dimension de cette structuration et de cette gouvernance mondiale. C'est-à-dire les efforts, les rencontres, les réunions des organisations qui décident, à partir de leur analyse d'une convergence d'intérêts, de porter haut et fort l'économie sociale et la finance sociale et solidaire également. Mais ça ne se passe pas si simplement. On a observé, là en tant que Sidi, qui, comme je vous l'ai dit hier, a reconnu l'importance des réseaux, que face à l'expression de ces attentes, de ces agendas, comme on dit, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, existent des coalitions d'investisseurs ou
ou de financeurs qui eux-mêmes ont leur propre forum, eux-mêmes ont leur propre rencontre. Existe toujours, une fois par an, un truc qui s'appelle le Forum global de l'investissement en microfinance et qui regroupe tout ce qui existe aujourd'hui comme fonds d'investissement, comme fonds de prêt, comme structure juridique pour définir ce qu'on appelle les meilleures pratiques et qui souvent sont des lieux de définition, de prise de contrôle d'un certain nombre d'initiatives dans le futur. Ça peut paraître un peu exagéré mon propos, mais puisque Yolène et Lionel m'ont demandé de parler de ça implicitement, je souhaite faire part de mon opinion. Oui, il y a des atteintes aujourd'hui à ce qu'on peut appeler la souveraineté institutionnelle des institutions de financement qui se révèlent efficaces et qui sont contrôlées par, je dirais, les organisations locales. Évidemment, à la Dakar, vous ne le voyez pas tellement parce que le fait coopératif fait que vos coopératives vous appartiennent véritablement à vous. Il existe, en Amérique latine notamment, toute une série d'institutions de microfinance qui sont considérables en termes de puissance financière, qui ont des positions dominantes dans un certain nombre de pays où les services financiers de proximité sont une véritable réalité, un phénomène massif, et qui sont toujours contrôlés par du capital international, américain, européen notamment. Je pourrais décrire à foison, et on en aurait jusqu'à ce soir, des cas concrets de situations où des efforts menés à l'origine par une société civile locale qui se renforce et se structure pour mettre en place des systèmes financiers performants, font appel à des investisseurs internationaux pour se constituer et puis brutalement constatent que le projet initial a été dévoyé. J'ai personnellement assisté à la dernière assemblée générale de l'une des principales institutions de microfinance au Pérou, qui venait d'être achetée par un groupe bancaire espagnol. Et je me souviendrai longtemps du dernier témoignage de l'un des membres de l'Assemblée générale qui avait dit à la présidente: Madame la Présidente, ce que nous sommes en train de devenir, ce n'est pas ce que nous avons voulu. Nous avons créé notre institution pour nous-mêmes, pour répondre à des services qui répondent à notre population et pas qui répondent à des indications qui soient de Paris, de Bruxelles, de n'importe où. Madame la Présidente, vous avez failli au titre de notre souveraineté institutionnelle. Je dois dire que le moment était d'une grande émotion et que le représentant de l'un des investisseurs dits sociaux, parce qu'en général ces investisseurs-là, ils s'appellent investisseurs sociaux, ça passe plus facilement, a carrément, avec un petit sourire parfaitement néocolonialiste, dit à la dame, mais à cette personne, pardon, monsieur, vous vous rendez compte que de toute façon, c'est la dernière session à laquelle vous participez, et que donc de toute façon, vous n'avez plus rien à dire. Et l'autre de dire, oui, oui, je le sais, mais j'ai voulu quand même dire quelque chose. Donc ce que je veux signaler par là, c'est pas pour, comment dire, attirer une attention particulière ou particulièrement émouvante sur certains phénomènes, mais je pense qu'il y a des lucidités à avoir sur le fait que l'économie sociale et solidaire, ou l'économie sociale, doit aussi, les acteurs de cette économie doivent aussi apprendre à se protéger
parce qu'il existe aussi des phénomènes de prédation. Du coup, on constate aussi qu'un certain nombre d'espaces se sont développés. Une fois tous les 2 ans, pas très loin de chez moi, il y a ce qu'on appelle les rencontres du Mont Blanc. C'est une rencontre internationale des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Ça fait un peu un petit cénacle, mais on constate que les participants à ces rencontres viennent de la planète entière pour échanger, non pas sur les bienfaits de l'économie sociale et solidaire, qui sont souvent des acquis, mais sur comment défendre ces acquis, justement. Soit par la promotion de cadres légaux plus protecteurs, et je souhaite à ce titre saluer, en tant que président d'ILES, donc l'association internationale dont vous êtes membre finalement, je souhaite saluer le fait que dans la déclaration, qui va être signée par tout le monde d'ici peu, vous faites appel à un cadre réglementaire qui structure davantage et protège davantage les initiatives de l'économie sociale et solidaire ici en Haïti. Il existe aussi, aujourd'hui, divers espaces où on met les choses davantage sur la table, où on prend moins de précautions, et où on interpelle davantage dans des débats forts et publics, et parfois massifs. Une fois par an, au mois de septembre, à Paris, il y a le Forum Convergence qui réunit entre 5000 et 8000 aussi dirigeants ou praticiens de l'économie sociale et solidaire. Le thème de cette année va porter sur une nutrition plus souveraine. Comment peut-on développer partout des modes de production, de sécurisation alimentaire qui respectent à la fois davantage l'environnement, mais qui respectent aussi qui nous sommes en tant que peuple. Fort de cette thématique-là, et par l'intermédiaire et l'avantage des réseaux, je vais faire intervenir en principal speaker, ou speaker parmi les principaux, le ministre bolivien du Commerce, qui a entre autres en charge chez lui de toute la filière de la quinoa. Vous savez, la quinoa, c'est cette petite graine qui pousse sur les hauts plateaux boliviens, qui ne pousse pratiquement que dans ces régions-là, mais qui apparaît être une forme alternative de nutrition qui, si elle est bien développée, peut répondre sur le plan nutritionnel à de très nombreux besoins. La question qu'il lui pose, c'est de s'assurer que les circuits commerciaux internationaux ne vont pas, attirer des investisseurs qui viendraient dévoyer aussi les rythmes et les cycles culturels. Donc, nous vivons une époque formidable, je dirais, où d'une part, l'économie sociale et solidaire devient un fait pour lequel il convient de combattre et de maintenir des positions. Mais la voie de l'économie sociale et solidaire est aussi reprise parfois dans certains cénacles politiques. On sait qu'il y a au niveau du Parlement européen, il y a un groupe de défense des propositions de l'économie sociale et solidaire. On sait aussi que, par exemple, pour en revenir à ce pays dont j'ai parlé tout à l'heure, au Mali, il y a quelques années, la Fédération paysanne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui bénéficie maintenant par ses projets des financements de la Banque malienne, je vais y arrêter, il y a 6-7 ans, a carrément viré les représentants de USAID qui voulaient fourguer leurs OGM à des conditions parfaitement scandaleuses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
si pendant quand même longtemps, les acteurs de l'économie sociale et solidaire avaient la perception d'être relativement isolés, ce qui pouvait être le cas, ou suffisamment innovants, mais quand même assez perdus dans un monde non favorable. Ce sont quand même, tous ces acteurs-là, se sont quand même passablement structurés. Et, chose importante, on attend leur poids. On écoute leur poids. Bon, on ne prend pas toujours en considération, mais au moins, on écoute. Donc, une initiative comme celle-ci, qui va porter fort la promotion de l'économie sociale et solidaire ici en Haïti, va requérir non seulement effectivement des belles déclarations, mais aussi un plan de travail pour que ces déclarations puissent devenir réalité. Est-ce que je peux vous dire que... Non, voilà, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire sur ces thématiques. Je vous en remercie. Bien. Et donc, on va tout de suite passer à la prochaine présentation. Merci Dominique Lessaf de l'INES. La prochaine présentation, c'est M. Harry Salomon qui va la faire sur information statistique, disponibilité, utilité et perspective. M. Salomon travaille pour l'Institut haïtien des statistiques et de l'informatique, IHS. Alors, le temps de faire les arrangements techniques, je dois vous dire que donc, juste après ces deux interventions, on aura un temps d'échange et puis ce sera la déclaration finale, donc on va lire en version définitive, en créole et en français. Et puis donc on va invité pour nous faire une petite cérémonie de signature qui est après avec les premiers signataires. Et après, donc, on a bien les mots de clôture, on synthèse d'abord, et puis les mots de clôture. Synthèse, on va le faire, c'est comme une synthèse des 2 jours du travail, donc c'est bon, bah, il est petit pour mon qui va le faire là. De la compte de toute intervention, de tout débat, etc. Donc là, qui était mis pour M. Salomon. J'espère que bref. D'ailleurs, mais tout le temps pour à la fin, nous capables au moins tenter une fois de plus les remercier. Voilà. Ils sont là? Oui, ils sont là. Donc, on va enchaîner. On ne va pas le virer partout dans toutes les arènes. Merci. Est-ce que le merci est là? Oui. Ah, bon, il y a M. Salomon, mon frère, donc on va dire. Alors, Voilà, ça va. bonsoir à toutes et à tous. Comme a dit le MC, c'est Harry Salomon de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Alors, je voudrais tout d'abord remercier la NACAF et le KLFP pour l'invitation de venir participer à cet atelier, puisque l'invitation offre l'occasion à l'IHSI de partager avec vous les statistiques produites et diffusées par l'Institut, des statistiques qui couvrent des domaines aussi divers que variés de la vie nationale. Et malheureusement, ce ne sont pas des statistiques qui portent spécifiquement sur l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt des statistiques macro. Mais nous avons pensé que ce serait intéressant que vous soyez, vous autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, que vous soyez bien imbus de ce qui se fait dans le pays
en matière de statistiques officielles. Et peut-être que ça pourra aider à vous sensibiliser davantage, à vous motiver davantage pour l'existence dans un avenir, j'espère, pas trop lointain, d'une statistique nationale de l'économie solidaire. Donc c'est de cela que je vais vous parler à travers cette présentation qui s'intitule Informations statistiques, disponibilité, utilité et perspective. Le contenu, puisqu'il s'agit de l'IHSI, il y aura une brève présentation de l'IHSI, et puis après je vous parlerai des statistiques produites par l'IHSI, leur nature, leur utilité. C'est d'abord les statistiques économiques, ensuite les statistiques démographiques et sociales. On parlera de la disponibilité, comment avoir accès à ces statistiques-là. Les perspectives générales, dans un premier temps, les grands chantiers en perspective de l'IHSI. Et le point qui probablement vous intéresse davantage, c'est l'établissement de statistiques. L'établissement de statistiques nationales de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les préalables, c'est-à-dire quelles sont les étapes à parcourir pour y arriver. Et puis enfin, je partagerai avec vous quelques prototypes de tableaux de statistiques qu'on pourrait construire dans le cadre de l'existence d'une statistique nationale de l'économie solidaire. Alors, présentation générale de l'IHSI. C'est une institution vieille depuis une soixantaine d'années, puisque l'IHSI a été créée par la loi du 7 septembre 1951. Alors, il y en a qui disent que c'est une déclaration tardive de l'IHSI, puisque l'IHSI existait déjà sous un autre nom, et c'est le bureau du recensement. D'ailleurs, c'est le bureau du recensement qui avait réalisé le premier recensement de la population moderne d'Haïti en 1950. Le cadre institutionnel, c'est une direction générale déconcentrée du ministère de l'Économie et des Finances. Il faut dire que cela n'a pas toujours été ainsi. À un certain moment, l'IHSI dépendait du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Et puis, la mission de l'IHSI, c'est de recueillir, de collecter les informations auprès des ménages, auprès des entreprises, auprès du secteur public, des ONG, organisations internationales, afin de produire et de diffuser des informations à caractère économique, social, démographique et culturel. Alors, statistiques économiques, c'est-à-dire, comme je l'ai vu tout à l'heure dans le contenu, il y a deux grandes catégories de statistiques produites par l'IHSI, ce sont les statistiques économiques et les statistiques démographiques et sociales. Pour les statistiques économiques, si on considère la nature et la périodicité de ces statistiques, on peut les regrouper en trois grandes catégories. Il y a l'indice des prix à la consommation, et j'imagine qu'il est familier pour certains d'entre vous. Et l'indice des prix a une périodicité mensuelle, donc c'est une information qui est disponible pour le grand public environ 15 jours après le mois de référence. Par exemple, nous sommes au mois de mars. Donc, l'IHSI a déjà publié l'indice des prix à la consommation pour le mois de février. Et les indicateurs conjoncturels, et la périodicité, c'est trimestriel. Donc, 2 mois après le trimestre de référence, l'IHSI met en circulation les indicateurs conjoncturels. Nous sommes au mois de mars. Donc, le dernier trimestre, c'était octobre, novembre, décembre. Donc, l'IHSI a publié fin février les indicateurs conjoncturels pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2013-2014, octobre, novembre, décembre. Les comptes économiques, c'est une publication annuelle. Cette publication est disponible 3 mois après l'année de référence. L'année fiscale 2012-2013 qui a pris fin le 30 septembre 2013. Et l'IHSI a publié les comptes économiques de cette année avant la Noël, c'est-à-dire 23 décembre 2013. Donc, environ 3 mois après la fin de l'année fiscale. Maintenant, voyons en détail ces statistiques-là. Pour l'indice des prix à la consommation, donc, en termes de définition, comme vous le savez, c'est un indicateur qui permet de mesurer
l'évolution de l'inflation dans l'économie, puisque l'inflation n'est autre que la variation de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix des biens et services évidemment consommés, acquis par les ménages. Il ne s'agit pas de biens intermédiaires acquis par les entreprises, donc c'est l'indice des prix à la consommation des ménages. Cet indice est présenté pour les différentes fonctions, c'est-à-dire les différentes catégories de biens consommés par les ménages, que ce soit alimentation, habillement, etc. L'indice est présenté également pour les produits locaux d'un côté et pour les produits importés de l'autre. Il y a un indice des produits locaux et un indice des produits importés. Et l'indice est présenté également par région géographique. Autrement dit, quelqu'un qui est dans le nord et dans le sud peut suivre l'évolution des prix à la consommation à partir de l'indice publié par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Alors c'est là l'exercice n'est pas facile parce que j'aimerais quand même partager avec vous un exemplaire de la publication indice des prix à la consommation. Rapidement, donc voilà, là par exemple, nous avons au tableau l'indice, et ça c'est un petit exemple, c'est octobre 2013, nous avons au tableau la publication de l'indice des prix à la consommation, et les caractères sont trop petits, là, c'est pas évident. En tout cas, on va balayer ça rapidement. Donc, il y a une petite analyse succincte de l'évolution de l'indice. Ensuite, les tableaux de l'indice. Le tableau 2 que vous voyez là donne l'évolution de l'indice pendant les 12 mois de l'exercice graphique. Le tableau 3 donne l'indice des principaux produits consommés par les ménages. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le tableau 4, ce sont les prix moyens. Vous n'arrivez pas à lire? Hein? Ce sont des prix moyens et les principaux produits consommés par les ménages. Et puis vous avez, voilà, l'indice des prix à la consommation des produits locaux, l'indice des prix à la consommation des produits importés. Là, ce sont les tableaux de ces indices-là. Et puis on a les indices régionaux. Voilà, avec le tableau et puis les graphiques en dessous. Alors, on revient au point. Alors, qui est... Voilà. Alors, quelles sont les utilités de l'IPC? L'IPC est utilisé, par exemple, on en a déjà parlé, pour mesurer l'inflation, mais également, ça permet d'établir des comptes nationaux à prix constant. Rapidement, les comptes nationaux sont établis à prix courant et à prix constant. À prix courant, c'est quand on ne tient pas compte de l'effet de l'inflation. Et à prix courant, c'est quand on tient compte de l'effet de l'inflation. Et à prix constant, c'est quand on élimine les effets de l'inflation. L'IPC est également un indicateur de suivi. Par exemple, pour suivre, ou bien pour évaluer l'efficacité de la politique monétaire du gouvernement, on peut utiliser l'IPC parce que l'un des objectifs de toute politique monétaire, c'est de maintenir l'inflation dans l'économie à un niveau qui ne nuit pas tellement au fonctionnement normal des agents économiques. L'IPC est également utilisé pour indexer les salaires. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en Haïti, mais des fois, on reçoit, par exemple, la visite des ambassades, des organisations internationales, rarement des entreprises, pour solliciter une série de l'IPC afin de procéder à des ajustements salariaux au niveau des entreprises. Je sais que le temps fait la guerre. Pour le reste, vous voyez que l'IPC permet, ça vous le savez, de déterminer le pouvoir d'achat réel des ménages.
Pour l'IPC permet par exemple à un entrepreneur de calculer son profit réel. Par exemple, on peut par exemple l'année dernière réaliser un profit de 100 000 gouttes par exemple. Une entreprise qui réalise un profit de 100 000 gouttes l'année dernière, et cette année, le profit n'est que de 90 000 gouttes par exemple. Et puis l'entreprise estime par exemple, par rapport à l'année dernière, elle a été moins performante. Par contre, quand on rapporte tout ça à l'indice des prix à la consommation, on peut se rendre compte en termes réels, la performance de l'entreprise est meilleure pour l'année en cours par rapport à l'année dernière. Donc c'est tout ça l'importance de l'IPC. Pour les statistiques, ce sont les indicateurs conjoncturels. Donc là, ce sont des indices qui permettent de suivre l'évolution de l'économie à court terme. L'évolution surtout de certaines branches de l'économie. Par exemple, l'indice de la production industrielle, l'indice de l'activité de construction, l'indice de l'activité commerciale. Donc, l'indice de la production industrielle du pays renseigne sur les variations de court terme, c'est-à-dire trimestriellement, du secteur industriel. L'indice de l'activité de construction fait le même travail pour le secteur de la construction. Et l'indice de l'activité commerciale renseigne sur l'évolution trimestrielle du secteur commercial. Les utilisations, ça permet de suivre l'évolution du secteur d'activité. Par exemple, si je suis dans le commerce, je suis un entrepreneur, je suis dans le commerce, je vois que l'indice de l'activité commerciale est en hausse pour un trimestre par rapport au trimestre précédent, alors que je suis dans le même secteur et je constate mon entreprise a subi une perte. Ça doit m'interpeller, me dire que qu'est-ce qui se passe. Puisque dans le secteur où je suis, par exemple, je suis dans la vente des produits alimentaires. On a vu que l'indice du commerce de produits alimentaires est en hausse, alors que moi qui suis dans le secteur, j'ai subi une perte. Donc, ou bien j'ai un problème de marketing, ou bien il y a un concurrent dans l'environnement immédiat de mon entreprise qui me fait la guerre. Donc, ça doit m'interpeller. Donc, c'est une façon d'utiliser les indicateurs conjoncturels. Ça également, il y a des illustrations. Je vois que l'exercice n'est pas évident. J'ai l'impression que je vais passer outre. Sinon, j'allais partager avec vous cette publication. Mais dans les comptes économiques, c'est une publication annuelle. Dans les comptes économiques, vous avez des informations sur le PIB. Également, à prix courant et à prix constant. Sur la valeur ajoutée par branche d'activité. Chacune des branches d'activité dans l'économie. Dans cette publication, vous avez sa valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous avez la quantité de richesse créée par cette branche d'activité dans l'économie. Ensuite, il y a le tableau de l'offre et de la demande globale. Vous avez d'un côté les importations, vous avez les exploitations, vous avez la consommation, vous avez les investissements. Là également, j'ai apporté, j'ai avec moi la publication des comptes économiques, mais pour aller plus vite, on va laisser ça de côté. Les utilisations sont pareilles et à celles des indicateurs conjoncturels. Les informations, par exemple, sur la valeur ajoutée par branche d'activité, les informations sur le PIB, par exemple, ça vous permet de calculer des ratios économiques. Quand vous entendez, par exemple, on parle de taux de pression fiscale en Haïti, sur les taux que les recettes fiscales collectées par l'État, rapportées au produit intérieur brut à prix courant. Ça vous donne le taux de pression fiscale. Donc, c'est l'une des utilisations faites du produit intérieur brut. Cette publication vous permet également d'analyser votre performance en matière de création de richesse. Ça vous permet d'évaluer votre part de marché à l'intérieur de votre branche et d'activité. Et ça permet également d'analyser sa performance relative par rapport à sa branche d'activité. C'est exactement la même chose que je disais tout à l'heure pour les indicateurs. Si je suis par exemple, je ne sais pas, je suis au niveau de la production pharmaceutique, et puis je vois que cette branche d'activité est en hausse, alors que moi, je suis en baisse au niveau micro. Donc ça doit m'interpeller, me demander, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon entreprise, puisque le secteur est en hausse, alors que moi, en tant que membre du secteur, j'enregistre une perte.